l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire, ces jours de rentrée scolaire pour quelques 100 000 apprenants. Toujours en Côte d'Ivoire, 300 personnes en situation de handicap intégrées dans la fonction publique, mais le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse d'augmenter. Enfin, l'Inde s'achemine vers la fin du commerce des mères porteuses. Le gouvernement se dit inquiet des dérives de cette activité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire pour les élèves de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Le ministre Paul Kofi Kofi est donc allé vérifier l'effectivité de la reprise des cours dans certains établissements scolaires du district d'Abidjan. Paul Kofi Kofi a ainsi réaffirmé sa vision pour l'enseignement technique et professionnel qui, selon lui, doit permettre de résoudre le chômage des jeunes. Au niveau de l'éducation nationale, les cours ont repris depuis le 13 septembre dernier. Et pour faciliter la rentrée scolaire 2016-2017 des enfants issus de familles démunies, certaines personnes et institutions font des dons. À l'exemple de l'église adventiste du 7e jour qui a offert récemment des kits scolaires à une centaine d'enfants de la commune d'Abobo. Ils ont également reçu des moustiquaires imprégnés, important moyen de lutte contre le paludisme. 127 enfants défavorisés de la commune d'Abobo prêts à affronter la rentrée scolaire 2016-2017. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, un don de l'église adventiste du 7e jour qui veut jouer sa partition pour la réussite de l'école obligatoire, une politique des autorités ivoiriennes. C'est d'accompagner les efforts du gouvernement en aidant les enfants à être scolarisés afin que nous puissions avoir une nation saine et un avenir vraiment qui pour répondre aux besoins de chacun de nous. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a encouragé les organisateurs tout en les invitant à continuer cette œuvre en faveur de l'école ivoirienne. Quant aux parents bénéficiaires, ils sont reconnaissants. Ça me plaît beaucoup. Oh merci, Dieu t'a béni. Merci beaucoup. Les bénéficiaires sont les élèves du CP1 à la terminale. En plus des kits scolaires, ils ont reçu des moustiquaires imprégnés afin de préserver leur santé. C'était un reportage de Éric Goré et Davis Oyo. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également le recrutement de 300 personnes en situation de handicap physique dans la fonction publique. Décision prise en 2015 par le gouvernement ivoirien. Ce recrutement est aujourd'hui effectif, mais le nombre de demandeurs d'emploi handicapés ne cesse d'augmenter. La fonction publique en attire plus de 1500. Seule sa détermination donne un sens à son existence. Lucie, non-voyante, brave quotidiennement cet ascenseur de la tour E du plateau pour accéder à son poste. Elle est standardiste dans un cabinet ministériel. Malgré son handicap, le combiné n'a plus de secret pour elle. Allô, bonjour. Oui. Ce travail, ça m'a donné d'être autonome financièrement, d'être utile dans ma maison, puisque par le fruit que ce travail m'apporte, je peux aider mon mari. Vraiment, ça m'a fait du bien. De la place pour les personnes en situation de handicap dans l'administration. La nouvelle est tombée le 14 janvier 2015 lors d'un conseil des ministres tenu dans la capitale politique Yamoussoukro. 300 personnes handicapées recrutées de façon dérogatoire. Sur les 300 personnes handicapées, nous avons 210 hommes, 90 femmes, soit un pourcentage de 27% à peu près pour la gente féminine. Pour la première fois, certaines catégories de personnes handicapées ont été prises en compte. Il s'agit notamment des albinos, nous avons recruté 11, des bègues, nous avons recruté 10, des personnes de petite taille, nous avons recruté 4, et des personnes en situation de handicap mental, nous avons essayé avec une personne pour l'instant pour voir ce que cela peut donner au niveau de l'insertion. Donc, sur cet exemple, vous comprenez donc qu'en dehors de ces types de handicap, vous avez la part des moteurs vraiment qui constitue de gros lots de personnes de côté. Nous avons 197 personnes en situation de handicap moteur qui ont été recrutées. Nous avons 45 sourds qui ont été recrutés. Nous avons également 32 non-voyants qui ont été recrutés. Donc, c'est une des
des variables très importantes, en tout cas des variables remarquables de ce recrutement. Grâce gouvernementale pour ces personnes déjà éprouvées par le coup du sort, aujourd'hui, elles se sentent utiles à la société et arrivent à se prendre en charge. Moi, j'ai été, comment on appelle ça, on m'a affecté au ministère de la Défense. Vraiment, chaque matin, je suis très content quand je vais au travail. Parce que je sais que tôt ou tard, je réservais quelque chose pour, en tout cas, épanouir ma vie. J'ai eu la chance, moi, d'être à Abidjan, au niveau de la direction générale de l'environnement, et trouver des collègues qui sont vraiment sympas, voilà, qui m'ont accepté dès le premier jour. Et la collaboration se passe en tout cas très bien. La difficulté majeure, c'est le déplacement. La maison au lieu de travail, ça qui rend ça un peu compliqué. Sinon, à part ça, je crois que le reste, ça va. Leurs conditions de vie désormais améliorées et restent enviables en dépit de quelques difficultés rencontrées par les nouveaux recrutés. Le recrutement n'a concerné que 300 postes pour 1515 postulants. Il faut saluer, mais le nombre est jugé insuffisant. Ce jeune homme, diplômé en informatique, y met tout son espoir. C'est un appel, n'est-ce pas, que je lance à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien. Il faudrait que le recrutement soit, n'est-ce pas, annuel. Le recrutement soit annuel parce que nous sommes bons hommes, n'est-ce pas, d'handicapés, qui sont sans emploi. Si nous sommes allés à l'école, c'est pour servir la société. Il n'est pas exclu qu'il y ait, dans un avenir proche, plus ou moins proche, d'autres recrutements. Mais pour l'instant, nous nous attelons à parachever ce recrutement qui est en cours pour faire en sorte que les personnes qui sont recrutées travaillent effectivement dans de bonnes conditions. Tout comme les êtres dits normaux, les personnes handicapées constituent aussi un nid de compétences pour servir l'administration ivoirienne. Le rêve des 300 recrutés, celui de mettre leur talent à profit, est aujourd'hui une réalité grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, des précisions de Konaté et Moussa. Au chapitre religion, le Hajj 2016, environ 2 millions de personnes ont accompli le pèlerinage en Arabie Saoudite. Après la station de Arafat et la nuit à Mousdalifa, localité située au sud-est de Mina, les fidèles musulmans ivoiriens ont procédé au rituel de lapidation de Satan. Les explications de Mamadou Kouassi. La grande stèle de la Jamarat, appelée encore le Grand Satan sous une pluie de pierres. Les fidèles musulmans ivoiriens, à l'instar des autres pèlerins du monde entier, se soumettent à cet exercice essentiel pour la validation du Hajj. Pour cette étape, chaque pèlerin doit disposer de 7 pierres pour lapider chacune des 3 stèles, soit au total 21 cailloux. Un acte qu'il faut répéter pendant 3 jours. Je suis très content pour pouvoir chasser le Satan, quitter des reines. Côte d'Ivoire, dans ma famille, chez tout le monde, dans le monde entier, on veut que chasser le Satan. On se sent libre parce qu'on s'est débarrassé de quelque chose qui ne nous plaît pas, qui peut gâter nos religions. Donc on sent maintenant qu'on est libre sur nous-mêmes. L'année passée, ce que nous avons vu vraiment, j'avais peur. Aujourd'hui, non, je suis relaxée, je suis très contente. Le fait que j'ai pu lancer tous mes 7 cailloux. Pour se rendre à ces lieux, les dispositions sécuritaires recommandent le déplacement des pèlerins par groupe et par pays. Avant ces 3 jours de lapidation, les pèlerins ivoiriens ont été soumis à une première phase de lapidation, après leur retour d'Arafat en passant par Mousdalifa. Chose qui leur a permis la désacralisation, c'est-à-dire le retrait des étoffes blanches. C'est une manière pour nous également de nous engager désormais. Après s'être lavés de tous nos péchés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous engageons désormais à mener un combat constant et permanent contre ce Satan qui a voulu perturber le père de Moïse Ibrahim alayhi salam et que nous savons qu'il est toujours prêt également à perturber notre foi. Mais avant cette phase de lapidation, ces pèlerins ont passé la nuit à Mousdalifa, après la station d'Arafat, comme l'a recommandé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est par une procession que les pèlerins ont regagné le site de Mina, tout en glorifiant Allah. En République démocratique du Congo, 17 morts, dont 14 civils et 3 policiers. Des heurts ont opposé aujourd'hui de jeunes manifestants d'opposition à la police anti-émeute de Kinshasa, quelques heures avant une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila.
Le Soudan en proie à des inondations meurtrières. Une épidémie de maladies chroniques véhiculée par l'eau a tué au moins 19 personnes et affecté des centaines d'autres. Les humanitaires sont aujourd'hui dans l'incapacité de rejoindre les zones affectées en raison des nombreuses routes coupées. En Inde, bientôt la fin du commerce des mères porteuses. Ce business a en effet déclenché un vif débat éthique sur le droit des femmes démunies à mettre leur corps à disposition de couples sans enfants. À 32 ans, Alka Shivakar a déjà 3 enfants. Elle en attend un 4e, mais celui-là ne viendra pas agrandir sa famille. Comme des milliers d'Indiennes, elle a loué son ventre pour de l'argent. Une industrie très lucrative, mais bientôt interdite. Le gouvernement vient d'approuver un projet de loi qui rendra illégales les grossesses par mère porteuse rémunérées. Il ne faut pas mettre fin aux grossesses par mère porteuse. Ça doit continuer, parce que c'est un recours pour les femmes démunies. Les pauvres gens comme nous n'avons pas de terre agricole. Nous n'avons même pas assez d'argent pour acheter des légumes. L'État du Gujarat est le centre névralgique du marché des mères porteuses en Inde. Cette pratique implantée dans le pays en 2002 génère désormais entre 450 millions à 2 milliards d'euros par an. Sharmila Makwan est enceinte de 4 mois. Veuve depuis près de 10 ans, elle n'a aucun soutien financier. Ses 2 garçons sont à l'orphelinat le temps de sa grossesse. Et lorsque les jumeaux qu'elle porte seront nés, elle touchera 5 300 €. Je pourrai m'occuper de mes enfants, de leur éducation et d'autres choses. Je vais aussi construire une maison. La Russie, l'Ukraine et certains États américains autorisent eux aussi les grossesses par mère porteuse rémunérées. Mais l'Inde ne facture au couple qu'entre 17 000 à 27 000 €, bien moins qu'aux États-Unis. D'où le succès de ce business auquel les autorités veulent mettre fin. Depuis 2012, les couples homosexuels et les célibataires ne peuvent plus recourir à la gestation pour autrui. Et la nouvelle loi va plus loin, elle limite la GPA aux couples indiens, sans rémunération à la clé. Les grossesses par mère porteuse continueront à la sauvage. Tout le monde sera exploité sans limite, les mères porteuses, les couples infertiles. Et ce qui va se passer, nous ne le savons pas. Quand vous essayez d'interdire entièrement quelque chose, ça revient, mais de façon souterraine. Plutôt qu'une loi pour interdire, les professionnels de la santé demandent une loi pour réguler une industrie pouvant mettre en danger la vie des mères porteuses. Il y a des chances qu'elle ait des grossesses multiples. Être enceinte de jumeaux, c'est tolérable. Mais comme vous le savez, à mesure que le nombre d'embryons augmente, chaque grossesse multiple aura des effets sur la mère ainsi que le bébé. L'interdiction sera en vigueur 10 mois après son adoption par le Parlement, probablement à la fin de l'année, afin de laisser aux mères porteuses déjà enceintes le temps d'accoucher pour d'autres, sans doute pour la dernière fois. Et pour terminer cette date inoubliable, le 19 septembre 1893, la Nouvelle-Zélande devint le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes. C'est le résultat d'un combat acharné mené par une pionnière mondiale, Kate Sheppard. La Nouvelle-Zélande sera rapidement suivie par sa voisine l'Australie, puis par les pays nordiques, notamment le Danemark, la Finlande et la Norvège. 19 septembre 1893, la Nouvelle-Zélande, pays d'Océanie situé au sud-ouest de l'océan Pacifique, accordait le droit de vote aux femmes. Leur droit à l'éligibilité viendra plus tard en 1919. La Nouvelle-Zélande est le premier et le seul pays au monde à le faire 50 ans avant la France. Un droit obtenu à l'issue d'une pétition. Près d'un quart de la totalité des femmes adultes du pays l'ont signé. C'est la plus grande demande jamais signée au XIXe siècle. La pétition est devenue patrimoine documentaire soumis par la Nouvelle-Zélande et recommandé à l'inscription au registre Mémoire du Monde en 1997. C'est aussi le résultat d'un combat acharné mené par la mère des suffragettes, Kate Sheppard, qui réussit alors à réunir plus de 30 000 signatures pour appuyer son combat. Dans sa bataille pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, la Nouvelle-Zélande sera rapidement suivie par sa voisine l'Australie, puis les pays nordiques. En Europe, le dernier pays à autoriser les femmes dans les isoloirs sera le Liechtenstein en 1984. Il y a seulement un an, en 2015, les Saoudiennes obtenaient le droit de vote. Voilà les explications de Ami Koulibaly. Merci de nous avoir suivis.